Espace TV, le 22h. Nous sommes vendredi 17 mai 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 22h. Au sommaire, le calme est revenu à Fria après 48 heures d'agitation. L'intervention des autorités et de certains fils de la localité a permis de ramener l'ordre. Les dégâts commis sont néanmoins importants. Pour l'heure, il n'est pas question du départ de la préfète. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire veut reconstruire Koloma et Kipé-2 en un centre moderne après la démolition des bâtiments. Une réunion technique avait lieu ce vendredi avec les partenaires locaux et étrangers. Un enseignant auteur de plusieurs cas de pédophilie sur ses propres élèves à Sangoya a été mis aux arrêts et présenté à la presse ce vendredi. Ce sont au total 5 mineurs qui ont été violés par cet homme âgé de 46 ans. Les détails, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans le 22h. 11 blessés, dont un par balle, 36 prisonniers évadés. Après l'attaque de la prison civile de Fria, des dégâts matériels importants. C'est le bilan de 2 jours de violence enregistrés dans cette ville bauxitique. Le calme est revenu grâce à l'intervention de certains fils de la localité, parmi eux Maka Traoré qui aurait joué un rôle important. Les activités ont repris timidement. Les impacts de ces 2 jours de violence sont visibles sur le terrain. Quant à la préfète contestée, Nyale Kondé, elle est depuis l'entame de la crise coincée dans sa résidence, contrairement aux informations qu'il annonçait partie. Alseni Bari, Aliouba sont de retour de Fria. On suit leur reportage. Un calme précaire règne ce jeudi à Fria, après 2 jours de violence. Au quartier Cité Rouge, les braises sont encore chaudes. En parcourant la ville, voilà ce qu'on observe. Voitures calcinées, certaines caillassées, commerces et boutiques virent au ralenti. Aujourd'hui, nous avons repris, nous avons ouvert nos petites boutiques ici pour voir s'il y aura un peu de clients, pour au moins avoir le prix de pain, je vais dire comme ça. Fria, c'est cette image. La pluie ne l'arrêtera pas. Le chômage bat son plein, un des leitmotifs des manifestations. On n'a pas de travailler. Si on a de boulot, on peut faire plus de ça. Maintenant, comme on est là, on n'a pas de travail. C'est pour ça qu'on a choisi de ça. Pour que là, on peut gagner un peu. Dans cette cour, les familles ont passé 2 nuits avant d'être délogées de force par les agents de sécurité. Scène qui a suscité la colère des jeunes. Bilan, des dégâts matériels assez importants. Plusieurs blessés, dont un par balle. 36 prisonniers extirpés de leurs cellules par les manifestants et libérés dans la nature. Des blessés superficiels, il y avait 11 qui étaient admis de ce côté-ci, à l'hôpital d'État, et 2 à l'hôpital Péchiné. Ce qui nous inquiétait un peu, c'est ce monsieur qui a reçu une balle dans les fesses et est sorti au niveau du bas-ventre ici. Mais l'opération a été faite. Au moment où je suis allé m'enquérir de la réalité, le docteur refermait déjà, il était au bloc. Il a refermé, il refermait déjà, il n'y a aucun danger. L'une des personnes qui a su calmer les femmes et les jeunes, c'est cet homme, Maka Traoré, qui déplore ces violences et invite à la paix. On est sorti d'une crise qui ne dit pas son nom depuis 6 ans. On ne s'était pas écouté. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait des gens en qui on a confiance. Heureusement que, encore une fois, on est en train de s'écouter. Écoutons-nous, ce qu'on a dit a été bien entendu. Les décisions vont être prises. On ne sait pas quelles sont ces décisions, mais qu'elles soient prises. Que la population de Fria sache que les choses ne se règlent pas avec le feu, avec les casses ou avec quoi que ce soit. Ça, plus jamais ça à Fria. Si on a des problèmes, on s'élèvera, on fera en sorte que, justement, qu'on soit entendu. Pour l'instant, la crise ne semble que rejetée, car les revendications de ces femmes semblent d'une part être justifiées, telles le chômage, manque d'infrastructures et le manque de transparence dans la gestion de la préfecture, nous ont confié certains citoyens.
Le départ de Madame la préfète de Fria, tel qu'exigé par les manifestants, n'est pas à l'ordre du jour. C'est l'annonce faite par le gouverneur de Bokeh aux populations. Par ailleurs, le général Siba Sévérin Loalamou invite les femmes à brandir les preuves des accusations portées contre la première autorité de Fria. Le gouverneur de Bokeh est au micro d'Alseni Bari et d'Ali Ouba. Il a été dit de ne plus exercer de violence parce que la violence appelle la violence. Lorsque l'on vient, on occupe un lieu public. Lorsqu'on refuse de quitter ce lieu, c'est une forme de violence. Et lorsque l'État, dans la plénitude de sa force et de ses pouvoirs, arrive à agir, ça peut faire la violence aussi. Alors que tout le monde abandonne ces cas de violence, ces voies de violence, on se retrouve autour de la table quand quelque chose ne va pas pour trouver la solution qu'il faut et c'est ce qui a été fait. Les femmes ont réclamé le départ de Madame le préfet. Qu'est-ce que vous... Il n'appartient pas à un gouverneur que je suis. Il n'appartient pas à un ministre à ce que je cherche, même à un premier ministre, de dire qu'un préfet doit partir tout de suite. La seule autorité qui peut le dire, c'est le président de la République, c'est dans ses pouvoirs régaliens. Ce n'est pas l'ordre du jour. Il y a eu des réclamations comme toute la presse a écouté, a vu, a écouté, de l'argent donné par le chef de l'État par-ci, par-là, et qui n'aurait pas été donné à la population, des dons qui seraient donnés, qui n'auraient pas été donnés. Hier, quand on a mis devant moi toutes ces réclamations, j'ai dit je ne prendrai que ce qui est justifiable, je ne prendrai que ce qui est prouvable. Eh bien, nous sommes restés sur ce ton. Nous rendons compte à qui de droit. Eh bien, les petits dysfonctionnements qui pourraient exister seront corrigés. Fria, toujours, les ressortissants vivant à Conakry s'expriment sur la crise en cours dans leur ville. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi, ils dénoncent l'attitude du représentant du gouverneur de Bokeh, Baba Dramé, qui aurait ordonné les actions des forces de l'ordre sur les populations. Dans leur déclaration, ils ont également démenti les accusations portées contre le directeur général des impôts, Abakar Marissa. Serait derrière les violences survenues dans la ville. Elad Moussa Conté est au micro d'Alseni Bari et de Tierno Sadouba. Les 13 et 14 mai 2019, les cadres ressortissants de la préfecture de Fria à Conakry, préoccupés par les événements malheureux survenus à Fria les 13 et 14 mai 2019, tiennent à informer l'opinion nationale sur la gestion regrettable de la crise par le représentant du gouvernorat de Bokeh qui, contre toute attente, a autorisé l'intervention musculée des forces de l'ordre au moment où un règlement pacifique était possible. L'association des cadres ressortissants de Fria à Conakry tient à démentir fortement et formellement et catégoriquement tous ceux-là qui, pour des raisons obscures, accusent un de nos ressortissants, en l'occurrence Aboubakar Mahissa Kamara, directeur national des impôts, d'être à la base du soulèvement des femmes contre la préfecture. Chères sœurs, chers frères, population de Fria, nous vous invitons à continuer d'œuvrer comme toujours au maintien d'un climat favorable à la prospérité de notre préfecture. Voilà tout ce qu'il fallait retenir du dossier sur la ville de Fria. Après la démolition, place désormais aux reconstructions. C'est l'intention affichée par le ministre de la Ville à Koloma. Ibrahima Kourouma veut faire du centre directionnel de Koloma un quartier moderne. Ce vendredi, le chef du département s'est entretenu avec des investisseurs guinéens et étrangers sur le sujet. Après projection d'une vidéo sur le quartier futuriste que devrait devenir Koloma, les deux parties ont échangé sur les conditions de bail et de construction de ce site. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré. Voici en projection ce que pourrait devenir dans un délai encore inconnu le centre directionnel de Koloma. Cette vidéo visualisée ce vendredi dans la salle de conférence du ministère de la Ville est le résultat d'une étude faite par un expert russe en partenariat avec le département.
Elle est présentée à ses investisseurs, surtout nationaux, pour que ces derniers s'associent à faire du lieu un quartier moderne. Cette rencontre que nous avons eu à organiser est une rencontre initiée par le président de la République qui a insisté de faire en sorte que la population guinéenne, à travers les investisseurs que nous avons, se rende à l'évidence que le dégagement qui a eu lieu à Koloma est fait pour que nous ayons une très belle capitale et que la belle capitale que nous voulons avoir, en tout cas que chacun de nous souhaite, se fasse avec l'action des Indiens nationaux. Désormais, pour bénéficier d'un espace où construire au centre directionnel de Koloma, un certain nombre de conditions s'imposent aux investisseurs. D'abord, il leur faudra une demande officielle accompagnée d'un projet, ensuite acheter un ticket d'entrée qui équivaut au VRD et 6 mois après l'obtention d'un domaine, le bénéficiaire sera dépossédé s'il n'entame pas sa construction. Les bâtiments implantés sur les lieux doivent aussi atteindre un minimum de 8 étages, soit un R+7. Ibrahima Kourouma rajoute d'autres principes. Oui, le principe, c'est quoi? C'est que nous allons avoir un quartier qui est un quartier, comme le disent les autres, un quartier futuriste, un quartier moderne. On ne va pas avoir que des bâtiments, on ne va pas avoir que des immeubles. On va avoir, c'est vrai, des bâtiments, des immeubles, on va les avoir, mais on va avoir aussi des espaces verts. On va avoir un quartier moderne, un quartier propre où l'écologie est respectée, où en fait on fait en sorte que tout ce qui est environnemental soit pris en compte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons voulu faire comprendre aux investisseurs que ce qui doit se faire à Koloma doit se faire dans les règles de l'art. Certains investisseurs présents à cette rencontre sont satisfaits de l'exposé, mais il y a ceux qui l'attendent. Nous attendons d'obtenir les études qui ont été faites, nous attendons d'obtenir tous ces documents-là qui peuvent nous permettre aujourd'hui de faire nos investissements. Nous avons des partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler depuis pratiquement 3-4 mois. Nous avons commencé le contact avec le ministère, nous avons déjà écrit. Nous sommes intéressés à investir à peu près sur entre 5 et 10 hectares. Donc il faut que je donne cette précision. Les domaines de Koloma ne seront pas vendus, mais plutôt baillés aux investisseurs pour une durée allant de 15 à 60 ans, précise Ibrahima Kourouma. 32 stagiaires de la gendarmerie ont suivi durant 3 semaines une formation sur les méthodes et techniques de surveillance des frontières et de contrôle du territoire. C'est un projet financé par l'Espagne et l'Union européenne exécuté dans le cadre du programme Blue Sahel par le Guardia espagnol. La remise des diplômes et satisfecit s'est tenue ce vendredi à l'école de gendarmerie de Sonfonia. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Les stagiaires au nombre de 32 issus des rangs de la gendarmerie, la police et la douane ont bénéficié des cours théoriques et pratiques pendant 3 semaines, rappelés ici par la porte-parole du groupe. La recherche des voitures volées axée sur la recherche des numéros d'identification des véhicules, VIN, et utilisation du visière nocturne pour la recherche des migrants aux frontières. Le travail a été intense et le programme contraignant a reconnu un des formateurs, mais les défis qui attendent les agents formés sont encore plus grands. Dans divers horaires, des matins, soirs, même quelques nuits. Mais c'est justifiable du fait que la surveillance du contrôle et les contrôles frontaliers sont des questions complexes et constituent pour tous les agents impliqués un véritable défi. Pour les partenaires financiers, en l'occurrence l'Espagne et l'Union européenne, la question de la sécurité est au centre des préoccupations. Depuis le point de vue, je dirais, de l'Espagne, mais surtout aussi de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne, c'est fondamental, et surtout, je dirais, pour la Guinée. Pour la Guinée, il est fondamental d'avoir une sécurité, un contrôle aux frontières absolument nécessaire. Le précédent stage portait sur la gestion et le contrôle de l'immigration illégale, de la criminalité transfrontalière. La seconde phase vise à outiller les 32 stagiaires sur les méthodes et techniques de surveillance des frontières, le contrôle du territoire, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Le général plaide pour d'autres formations. Donc nous souhaitons que ce genre de formation, tant dans Blue Sahel qu'en dehors de Blue Sahel, continue, monsieur l'ambassadeur, c'est un plaidoyer à charmer les oreilles et les esprits des cadres de la République de Guinée. Et puis un atelier sur l'élaboration et la soumission des rapports alternatifs à l'examen périodique universel
de la Guinée 2020 s'est tenu ce jeudi à Conakry. Pendant les travaux, l'examen des conventions relatives aux droits de l'homme a été fait, surtout leur application par les États membres de l'ONU présents à ces travaux. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. Cet atelier est un mécanisme de surveillance de l'application des conventions relatives aux droits de l'homme. Il a été question de préparer la société civile et l'INIDH sur la façon dont un tel rapport doit être rédigé. Des rapports qui viennent en effet en appui à celui de l'État guinéen. Donc chaque pays membre de l'ONU passe et se fait examiner par ses pairs pour savoir si les conventions relatives aux droits de l'homme sont effectivement appliquées. Alors, ces conventions, comme vous le savez, portent sur la torture, sur les droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, etc. Il a été recommandé au cours de la formation l'organisation périodique de ce genre d'initiative pour la société en matière de rédaction des rapports alternatifs. Et donc, ce n'est que par cette façon que la société civile pourra collecter les bonnes informations relatives aux droits de l'homme, c'est-à-dire quand on prend les droits de l'enfant, on verra si les droits de l'enfant sont effectivement appliqués en Guinée. Cet atelier permettra aux participants de soumettre leur rapport alternatif auprès des Nations Unies à Genève sur la situation des droits de l'homme en Guinée. Pour y parvenir, les facilitateurs appellent les ONG à l'Union afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Au-delà de l'aspect technique, donc on a montré l'aspect technique, comment rédiger un rapport. Mais le plus important, c'est d'être engagé tout au long du processus de l'EPU, qui dure 4 ans et demi, et surtout que toutes les ONG, les OSC soient unies, parce que pour mener un plaidoyer au niveau international, c'est très difficile en tant que petite ONG venant de Guinée de faire ce plaidoyer au niveau international jusqu'à l'ONU à Genève. Et c'est pour ça qu'il faut que les ONG restent unies, surtout si elles travaillent sur la même thématique et qu'elles ont toutes le même objectif, c'est d'améliorer la situation des droits de l'homme en Guinée. La Guinée sera examinée sous ce mécanisme de l'examen périodique en janvier 2020. Affaire passeport falsifié au ministère de la Sécurité. Le grappin a été finalement mis sur la principale suspecte Apita. À elle toute seule, 2 noms ont été attribués, Fatim Diallo et Fatoumata Bailaou Diallo. Elle serait bien la propriétaire des 2 passeports biométriques dont la recente a été confectionnée le 19 avril 2019. Interrogée par nos reporters, la jeune femme a reconnu les faits. Son nom véritable est Fatoumata Bailaou Diallo. Elle l'a modifié pour devenir Fatim Diallo, ce qui est illégal. Abdourahmane Ba et Amara Alexila pour le compte-rendu. Elle est entièrement voilée, mais après plusieurs minutes de tractation, Fatoumata Bailaou Diallo accepte malgré de nous montrer son visage. Un visage qu'on voit à peine, mais la jeune femme reconnaît sans gêne être la propriétaire du passeport contenant le nom Fatima Diallo. C'est le nom-là qui me plaît, c'est avec ce nom-là que les gens m'appellent aussi. Si la raison paraît aussi banale, la concernée tient affectueusement au nom Fatima Diallo, un processus qui lui a valu une fortune. 4 millions. Pardon? 4 millions. 4 millions. 4 millions? Oui. Alors l'inspection générale de la police nationale et de la protection civile estime que les faits sont établis et le dossier sera transmis à la justice. Et contrairement à ce qu'il a dit, Fatoumata Bailaou Diallo est bien Fatima Diallo, c'est la même. C'est avec peine que j'ai demandé à cette dame d'enlever sa voile. Et vous avez vu, ça m'a fait vraiment de la peine. Il est coincé, il faut bien qu'il se défende. Nous avons tenté d'avoir la version de Lamine Keïta, directeur national de la police de l'air et des frontières, nommément cité dans cette affaire, qui n'a pas souhaité nous recevoir. Mais ce qui reste clair, les 2 parties réitèrent leur version quant à l'identité de la jeune Fatoumata Bailaou Diallo. Cap à présent sur l'intérieur du pays pour dire que le ministre des Travaux publics poursuit sa visite des chantiers dans ces villes. Mercredi dernier, c'était au tour du tronçon Lola Danané, long de 39 km, de recevoir le maître d'ouvrage, le ministre Moustapha Naïté. Le niveau d'exécution des travaux est à 60%.
et l'entreprise compte bitumer 23 km sur les 39 avant les grandes pluies. L'indemnisation des riverains constitue le principal obstacle sur le terrain. Mamadou Kalisso et Aboukoria Kourouma sont nos envoyés spéciaux. La route Lola Danane permet de relier la Guinée à la Côte d'Ivoire. Le terrassement est fait sur l'ensemble des 39 km. La couche de base est réalisée sur 23 km. La principale difficulté rencontrée sur le terrain est l'indemnisation des victimes du projet. Celles-ci refusent de quitter les lieux avant de rentrer en possession de leur argent. Les gens ont été recensés et les gens attendent d'être payés pour pouvoir libérer. Il faut qu'on paye les gens avant que l'entreprise ne vienne, parce que le financement n'est pas arrivé, le processus entre la BAD et puis le maître d'ouvrage obéit à un certain nombre de dispositions, de protocoles qui sont en cours. Ce mercredi, une expérimentation a été réalisée sur 100 mètres pour voir si la formulation du goudron tient. Les résultats sont concluants selon la mission de contrôle. L'entreprise compte bitumer les 23 km qui ont reçu la couche de base avant les grandes pluies. C'est 39 km de route qui vont permettre à Lola de devenir un vrai centre commercial, économique et qui va relier naturellement la Côte d'Ivoire à la Guinée. Donc nous sommes là-dessus et nous allons davantage sensibiliser la population et c'est ce qui est en cours. Les indemnisations seront effectivement payées aux populations riveraines. Donc pour l'instant, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Mais le travail continue, ne s'arrête pas parce que c'est 39 km. Et on saute les agglomérations partout où il y a des difficultés pour l'instant pour aller faire les autres endroits où il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc nous serons dans le délai contractuel. Par ailleurs, le tronçon Zérékouré-Yomu, long d'environ 60 km, figure parmi les priorités du ministère des Travaux publics. Des dispositions sont prises pour l'entretenir en attendant d'obtenir un financement pour le bitumer. Retour à Conakry pour signaler ce nouveau cas de pédophilie. Cette fois, c'est un enseignant qui est accusé d'avoir abusé de 5 fillettes des élèves à qui il donnait des cours du soir. L'accusé, âgé de 46 ans, reconnaît les faits et affirme qu'il est atteint d'une maladie. Il a été présenté ce vendredi à la presse par le Progem. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara pour le reportage. Cette série de viols s'est passée le 14 mai dernier à Sangoya dans la commune de Matoto. C'est aux environs de 14 heures que 5 petites filles, toutes des élèves, se sont rendues à leur école pour suivre des cours de révision auprès de leur enseignant Mohamed Bangoura, âgé de 46 ans. Après plusieurs minutes de cours, dans une des salles de classe de cette école, l'enseignant aurait projeté au sol une des 5 petites filles et aurait abusé d'elle par attouchement. Mohamed Bangoura aurait ensuite procédé au viol à tour de rôle des 4 autres petites filles dans la plus grande discrétion. La directrice générale adjointe de l'Oprogem a fait le point. Dès que nous avons reçu le présumé auteur et les enfants, déjà les victimes ont été déjà référées à la médecine légale. Elles sont âgées respectivement de 9 ans, 7 ans et de 8 ans. Et les ITT, c'est de 10 jours, 15 jours et 11 jours. Selon la médecine légale. Et le présumé auteur au jour d'aujourd'hui, il reconnaît les faits qui lui ont été reprochés. Dans les heures qui suivent, dès que nous aurons fini tout à l'heure de médiatiser, nous allons l'envoyer au tribunal compétent. Enseignant de profession, le présumé auteur est marié et père de 2 enfants. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il déclare que c'est une maladie qu'il a depuis 2 ans. Je réponds positivement que j'ai touché les enfants. Ça, je reconnais. Je les ai touchés. J'ai une maladie, c'est un obsédé sexuel. Un obsédé, dès que tu touches, c'est un plaisir pour toi aussi. Il présente par ailleurs ses excuses aux parents des victimes présents sur les lieux. Je reconnais d'avoir touché les enfants et je présente mes excuses à la famille des parents, des élèves et à toute la République de Guinée, particulièrement ma famille que j'ai fait unir. Mohamed Bangoura a été déféré ce vendredi devant un tribunal où il sera jugé pour viol sur mineur. Et puis cette question, à quand la finition des travaux de rénovation du collège Yaguine et Fodé de Matoto? La question préoccupe les encadreurs qui sollicitent de vivre voir l'implication des autorités de l'éducation avant la période des grandes pluies. Gibril Ba et Abakardine Camara y ont fait un tour.
Au début de l'année scolaire, de nombreuses écoles ont bénéficié des programmes de rénovation initiés par l'État. Alors qu'elles étaient dans un état de délabrement, cette initiative peine à connaître sa fin dans ces collèges car la toiture attend toujours une couverture. Ils ont commencé les travaux de rénovation le 8 septembre. Et en janvier, l'entrepreneur a cessé les travaux. Notre inquiétude, voilà, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait la couvraison. C'est la charpente qui est là, mais ils n'ont pas fait la couvraison jusqu'à présent. L'entreprise ayant bénéficié de ce contrat de rénovation aurait elle-même préfinancé les travaux. J'ai appelé l'entrepreneur. Il m'a fait comprendre qu'il est en manque de financement. Parce que c'est préfinancé par lui. Que l'argent qu'il avait, l'argent est fini. Donc il n'a pas d'autres ressources maintenant pour achever le bâtiment. Le principal de l'école, avec insistance, s'inquiète car c'est le début de la période hivernale. Sa préoccupation, dit-il, est loin d'être prise en compte. Aux autorités, j'ai fait un écrit à la DCE. Je leur ai dit que l'école n'est pas couverte. J'ai dit l'école là est un centre d'examen. Si on ne prend pas des précautions, on ne pourra pas faire les examens de cette année ici. En plus, certaines portes doivent être refaites. Pour l'heure, on ne sait à quand. La circulation est restée perturbée ce matin à Dabondi 2, dans la commune de Matoto. Des ordures sorties des caniveaux ont été déversées le long des routes. Cela a été à l'origine d'un embouteillage terrible sur l'autoroute Fidel Castro. Le ministère des Travaux publics est pointé du doigt. Plus de précisions avec Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Sur la voie circulable à 2 lignes, seul un passage. Les motos, les véhicules avancent au rythme du caméléon sur une route à moitié obstruée par les ordures. Hier nuit, il y a eu cette petite pluie qui est venue maintenant se déverser. Vous voyez, regardez déjà cette dalle-là. C'est l'eau qui a soulevé ça. Et regardez la quantité d'eau qui est tombée hier. Une toute petite pluie. Si c'était une grande pluie, je crois que toutes les maisons seraient envahies d'ordures. Les services d'assainissement n'ont pas tardé à être sur les lieux. Leurs efforts ont permis de trouver un passage. Mais pour le chef de quartier de Dabondi 2, tout cela aurait dû être évité. J'ai une jeunesse très disponible. Une jeunesse très disponible. Regardez par exemple le sens interdit qui est là. C'est la jeunesse qui est en train donc de mettre fin au sens interdit ici. Alors j'ai une jeunesse qui est disponible. C'est ce que j'ai dit une fois au directeur national chargé des travaux publics quand il est venu ici pour voir les travaux de la construction de choses. Je lui ai dit, j'ai attiré son attention. J'ai dit, directeur, mettez à ma disposition quelque chose, un moyen pour que je puisse quitter le canal, le caniveau. Mais malheureusement, cela n'est pas. Alors moi je ne peux rien, moi je n'ai aucun moyen. Le quartier n'a rien. Dabondi 2 est dans un creux. Avec des caniveaux bouchés, la moindre pluie peut provoquer des dégâts inestimables. C'était prévisible. Dès le mois d'avril, on doit curer les caniveaux. Dès le mois d'avril, tous les caniveaux de Conakry doivent être curés. C'est là le problème, mais on oublie. Peut-être qu'eux qui sont bureaux, mais ils n'ont qu'à s'informer auprès de nous et nous les informons. Pour l'instant, seuls quelques foyers ont été impactés. Mais avec les caniveaux bouchés, le pire est sans doute à craindre. Un grand embouteillage s'est rapidement formé. Le résultat de l'insalubrité. Autre facette de l'actualité, informer les acteurs économiques sur l'existence du crédit bail en Guinée. C'est le but des journées du leasing organisées ce jeudi à Conakry par la BCGI. L'idée est de démontrer la capacité de ce produit à insuffler le développement des entreprises guinéennes. C'est un public reportage que nous signent Idrissa Bari et Lamine Silla. Le crédit bail est une solution de financement visant à optimiser les coûts financiers et la recherche de structuration de crédit facile pour permettre aux entreprises de s'équiper de façon souple. C'est un produit exclusivement commercialisé par la BCGI. Le but est d'accompagner les entreprises sur le financement des projets d'investissement pouvant booster leur croissance. Le crédit bail n'exige pas un apport personnel préalable. La banque donne la possibilité de financer à 100% l'équipement objet de la demande du client. C'est en 2012 que
que la Guinée a mis en place un cadre légal et réglementaire du crédit bail. S'appuyant sur cette loi, la Banque centrale, à travers son comité d'agrément, a autorisé la création d'une société de crédit bail et les banques aussi ont eu le courage de financer les PME et les PMI. Il faut aller auprès des chauffeurs de taxi, il faut aller auprès des artisans, des agriculteurs, en tout cas tous les secteurs d'activité économique ont besoin d'être financés, alors que ce sont des secteurs qui n'ont pas surtout de garantie et qui peuvent être financés via ce crédit bail. Le développement du crédit bail en Guinée est un levier important de l'économie, car il permet l'inclusion financière et la création de l'emploi. La Banque mondiale, à travers la SFI, dans son programme Guinée Leasing, accompagne la Guinée à promouvoir et développer cet outil de financement innovant qu'est le crédit bail. D'abord, c'est un accès au financement qui ne demande pas d'apport personnel, qui ne demande pas de prime abord de garantie également. Donc, ce qui déjà sont deux contraintes importantes pour les PME qui souvent n'ont pas de fonds propres pour faire des apports personnels. Zainul Abidine Diallo est chef d'entreprise évoluant dans le secteur des transports. Grâce au crédit bail auquel il a souscrit à la Bissegui, il a renouvelé sa flotte de camions. Il invite les autres entrepreneurs à lui emboîter le pas. Ce que je veux le dire, c'est de ne pas hésiter. Parce que c'est très intéressant. C'est notre mode de financement qui est vraiment adopté pour beaucoup d'entreprises. Toutes les entreprises peuvent souscrire à ce service de crédit bail afin de développer leur chiffre d'affaires avec des avantages fiscaux souples, précise le responsable de la supervision bancaire de la BCRG. Restons dans le monde des banques pour dire qu'Ecobank, vainqueur du tournoi corporatif des entreprises, a célébré sa victoire ce vendredi à son siège principal de Kaloum. La compétition organisée par la section sportive de la Fédération des sociétés d'assurance et des banques de Guinée a connu la participation de 12 équipes. Malik Sangana Camara et Abakar Din Camara nous signent cet autre publi-reportage. L'équipe d'Ecobank soulève le trophée du tournoi corporatif des sociétés d'assurance et banques de Guinée en battant celle de la BCRG. À l'agence de la société ce vendredi, l'heure était à la célébration de cette coupe acquise après une séance de tir au but. Aujourd'hui, nous sommes animés par un grand sentiment de joie. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année-là est notre 20e année en terre guinéenne. Donc nous avons eu le soutien de la direction. Et ce soutien a constitué pour nous une source de motivation, qui plus est à la ferme volonté d'aller chercher ce trophée-là. Les 20 ans d'Ecobank à peine fêtés, voilà l'équipe sportive de la société prolonge la fête. Le meilleur buteur de la compétition avec 3 buts marqués vient de là. Je crois que ça n'a pas été vraiment facile et les buts ne sont pas directement venus de moi. Et ça a été vraiment un travail d'équipe. On s'est battu pour, et si ce n'était pas l'aide des autres, franchement, je n'aurais pas pu pouvoir vraiment marquer tous ces 3 buts. L'objectif de ce tournoi est de renforcer les liens de coopération entre les professionnels des banques et d'assurance de Guinée. Nous avons dit donc de récupérer ce tournoi afin de faire la sélection, de mettre en place une équipe corporative qui va représenter le pays au niveau africain, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le corpo au niveau africain se déroule chaque année. Donc nous nous sommes dit pourquoi pas la Guinée, et ça va d'ailleurs permettre à nous, travailleurs de banque, de pouvoir démontrer sur le terrain que nous ne sommes pas seulement des banquiers, mais nous sommes des grands footballeurs. L'équipe d'Ecobank est à sa 3e fois de remporter la coupe. Elle promet de maintenir sa place de champion à la prochaine édition en 2020. Voilà, cet élément met fin à ce journal, réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.